C'est la deuxième partie de notre émission dont le numéro de ce jour est consacré à la problématique du développement en Afrique. Mes trois professeurs sont toujours avec moi et j'en suis honoré, professeur David Asiba Johnson. Trois séquences essentielles ont ponctué les 6 dernières décennies en ce qui concerne le développement en Afrique. De 60 à 1980, on a géré comme on a pu et les spécialistes du FMI et de la Banque mondiale nous imposent les programmes d'ajustement structurel après 20 ans d'indépendance. Et ils nous ont dit, vous n'êtes pas sur la bonne voie, vous avez mal géré, il vous faut des programmes d'ajustement structurel. Ce qu'on a mis en place, ça a cassé l'agriculture, le secteur de l'éducation, de la santé, l'assainissement. Ça a même appauvri la fonction publique qui a été délestée des cadres compétents et qui sont partis soit à la retraite volontaire, soit à ce qu'on a appelé les départs ciblés à la retraite. 10 ans après, en 90, Mitterrand réunit l'Afrique à Bôle et dit « Ah oui, mais pour que vous vous développiez, il faut faire plus de démocratie. Vous ne pouvez pas vous développer sans droits de l'homme. » On dit, OK, on va faire démocratie. Et en 2000, voici où on en est. Vous avez souvent parlé de vision stratégique, professeur David Asiba Johnson. À quel moment est-ce que vous situez, où situez-vous le problème principal en ce qui concerne les visions stratégiques par rapport au plan de développement qu'on nous propose et qu'on a adopté jusque-là? Oui, je voudrais rappeler d'abord quelque chose. Nicolas Abourou, mon collègue, a parlé du troisième homme. Ça, c'est important. Hein. Même quand je remonte au XIIIe siècle, etc., il y avait une attitude, où il est dit, dans mon ouvrage, là, 60 ans, l'assassinat de Sylvanus Olympio, 60 ans après, il y avait dit, ils étaient tout à fait disposés et prêts à accueillir les Arabes et à leur céder leur peuple en échange de hautes fonctions d'une considération limitée. C'est-à-dire on donnait tout. Et on ajoute que les grands comme Pianki, Ménès, Chabaka, qui avaient dirigé... C'est spécifiquement africain, ça? Pas ah oui, c'est d'Égypte antique, ça. Je vous parle qui avaient dirigé, c'est ça. Et ont complètement disparu de la situation quand ces gens qui étaient accros du pouvoir, n'est-ce pas, ont cédé, en fait... Le pouvoir en pactisant avec des Arabes. C'est ce qui se passe au XIIIe siècle. Maintenant, si nous prenons le cas des années 1960, oui, il faut rappeler... Souffrez d'écouter. Oui, allez-y. C'est que dans les années 1960, qu'est-ce qui se passe? Il faut rappeler que Houphouët-Boigny dit qu'il n'est pas... C'est trop tôt pour l'indépendance. Et il dit que, ça encore, il faut regarder les documents. Il dit il est trop tôt pour l'indépendance. Et il a tout fait. Comme la situation est arrivée, il a été lui-même obligé de se retrouver au niveau de l'indépendance qu'il voulait. Voilà, il dit on n'était pas prêt. Alors, ce qui est assez important, je voudrais quand même rappeler, lorsqu'on s'occupe des choix collectifs, n'est-ce pas? Il y a une théorie scientifique, mathématique, des choix collectifs. C'est le principe, en fait, de l'analyse de la dictature. Qu'est donc une dictature? Une dictature, c'est lorsque j'ai une préférence personnelle que j'impose comme choix collectif. À la majorité, oui. Oui, vous voyez. Donc ce n'est pas simplement de dire je conserve le pouvoir, mais voilà, par exemple. Alors, vous pouvez en avoir des traces tout à fait différentes. Par exemple, quand Senghor dit l'émotion est nègre et la raison est hélène, en vertu de quoi se décide-t-il de parler que les nègres ne seraient qu'émotion et qu'ils n'auraient pas science? Vous voyez, c'est assez important. Je ne m'éloigne pas du sujet, mais c'est la quintessence même qui constitue une analyse qu'il est nécessaire de faire pour comprendre les atrocités ou les situations disparates ou l'état des lieux dans lesquels on se retrouve. Par ailleurs, mon collègue avait souligné quelque chose à propos de l'Abyssinie, ou l'Éthiopie, qu'on appelle l'Éthiopie, qui était plutôt l'Abyssinie. Mais l'Abyssinie a gagné, n'a pas été colonisée grâce à la stratégie. Les Italiens sont venus avec des armes, mais la stratégie, effectivement, des Éthiopiens de l'époque, était de la stratégie. Donc tout tourne
autour de la stratégie. Notre débat aujourd'hui, bien sûr. c'est autour de la stratégie. D'accord? Après, nous allons, au préalable, trouver que les solutions ont été déjà élaborées. S'agissant de ce qu'il faut mettre en œuvre, les fondements culturels de Cheikh Anta Diop dit exactement de quoi il est question en matière d'industrialisation. Donc, focalisons-nous sur les mots qui font que lorsque vous avez une solution directement accessible, nous ne la mettons pas en œuvre. On va prendre des cas concrets pour mieux comprendre la problématique, professeur David Assiba Johnson. Lorsqu'en 60, nous accédons à l'indépendance, les pays africains accèdent à l'indépendance, où il faut mettre en œuvre des plans de développement. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire là, au moment où les anciens colons nous proposent un partenariat pour nous aider à nous développer, en nous proposant, j'ai évoqué tout à l'heure le cas du président de la Commission de l'Union africaine qui a dit au sommet Italie-Afrique, mais vous ne nous avez pas consultés. Généralement, les plans qu'on nous propose, c'est eux qui réfléchissent et qui identifient pour nous les besoins, nos besoins et les solutions qu'il faut. Qu'est-ce qu'il aurait fallu, à quel moment aurait-il fallu agir pour éviter qu'on ne se retrouve dans cette situation aujourd'hui? Non, mais monsieur Togbe Richard, en 1960, combien il y avait d'économistes, combien d'ingénieurs africains il y avait? C'est déjà la première question qu'il faut se poser, monsieur. Vous voulez, donc même les solutions, vous pensez que ces gens-là, ils n'avaient pas la solution? Ils étaient combien? La situation on n'avait pas les compétences. On n'avait pas les compétences. On n'avait pas les compétences, n'est-ce pas? Donc même s'il y avait des compétences, elles étaient moindres. Donc revenons d'abord sur le problème de la vision stratégique. Le problème de la vision stratégique, d'abord, et si vous en faites l'économie, vous n'allez pas plus loin. Alors, vous êtes en train de poser le problème selon lequel, en faisant l'hypothèse que les compétences étaient là et il fallait adopter des voies. Mais si, on savait ce qu'il fallait faire. Mais après, nous étions des nations asservies. Regardez, par exemple, soyez concret, puisque vous me donnez un exemple concret. Oui. Prenez le cas de la Guinée. La Guinée dit non à De Gaulle. Qu'est-ce que l'on fait? On sabote l'économie. Mais y a-t-il des économistes au niveau de la Guinée? Non. Il faut, mutati mutandis, il faut organiser bon an, mal an. Bon, qui avait-il à cette époque? Au risque de dire le seul qui a été le plus compétent, c'était Sylvanus Olympio, puisqu'il a battu monnaie. Et le problème dans lequel nous nous retrouvons, c'est important, suivez-moi par rapport, la diversification de nos relations avec des partenaires européens, il le met déjà en exergue. Et on le lui refuse, n'est-ce pas? Alors que, en 1959, il faut rappeler la chose suivante, lorsque le Maroc bat monnaie, la Banque de France lui envoie des experts pour les accompagner. Donc, écoutez, dans cette dimension-là, nous restons tout à fait courtois, mais il y a une part du coup, vous donnez raison à Félix Houphouët-Boigny. Alors, c'est vous-même qui venez de citer Félix Houphouët-Boigny. Pour qui c'était trop tôt, les indépendants. Ah non. Si vous dites on n'avait pas les compétences à l'indépendance... Je parle de la vélocité avec lesquelles on aurait pu y aller s'il y avait beaucoup plus de personnes formées. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Ce que Houphouët-Boigny dit, c'est qu'il est contre cette indépendance. C'est pas la même chose. Je disais que même si les programmes de développement existaient, nous n'avions pas assez de compétences pour pouvoir le faire, pour les mettre en œuvre. Mais cela dit, le problème qui était le plus important dans les années 1960, ce qu'il aurait fallu faire, c'était d'investir dans le capital humain. C'est-à-dire former des ingénieurs, former des scientifiques, former des physiciens, former des mathématiciens. Et justement, pourquoi? Même à la limite, si les stratèges, ou du moins si les hommes politiques de l'époque avaient benchmarké, ils se seraient rendus compte de la voie qu'il fallait adopter. La voie qu'il fallait adopter était celle, en fait, du Japon. Le Japon a fait, au lieu de laisser des entreprises extérieures venir chez elle a formé ses cadres, elle a décidé justement de maîtriser... L'investissement dans le capital humain, c'est ça qui nous a fait de faux. Professeur Nicolas Agbo, nous avons parlé au début, dans la première partie de notre émission de ce fameux sommet en Italie où un plan de 6 milliards de dollars avait été proposé aux Africains. Mais on se rend compte finalement que la fuite des capitaux
liées aux multinationales qui opèrent sur le continent sont de l'ordre de 88 milliards de dollars, voire même plus. Alors, on invite tout un continent pour proposer un plan de 6 milliards, alors que près de 90 milliards de dollars quittent le continent chaque année. Les solutions, les leviers sur lesquels il faut actionner sont pourtant là. Comment se fait-il? Est-ce que c'est toujours le problème de compétences autour de nos chefs d'État, autour de nos dirigeants qui font qu'on n'arrive pas à faire les bons diagnostics pour poser les bonnes solutions sur la table? C'est la question. Bien, merci. Je crois qu'il ne faut pas plonger dans le divertissement. On est en train d'amuser la galerie, on est en train de... Non. Le problème des Africains d'aujourd'hui, Oui. il faut regarder dans la bonne direction. Dans la bonne direction, c'est ce que j'espère, c'est ce que tous les Africains espèrent, c'est ce que l'AES, Association des États du Sahel, c'est ce chemin-là qu'ils sont en train de prendre. Parce que vouloir encore croire à l'aide financière, c'est une perte de temps. C'est même accepter volontairement un asservissement. Nous savons les solutions, les vraies solutions, qui sont universelles, mais que les soi-disant apporteurs d'aide n'acceptent pas. Pour nous, les Africains. Parce que pour eux, si l'Afrique se développe, si l'Afrique consomme elle-même ses propres matières premières, ces Européens, pour ne parler que d'eux, eh bien, ils seront, d'après eux, perdants. Les solutions, les vraies solutions sont, nous ne cessons de le dire, il faut le répéter jusqu'à ce que les Africains le comprennent, c'est battre la monnaie unique africaine. La monnaie unique africaine va dormir dans une maison qu'on appelle la Banque centrale africaine. Cette Banque centrale africaine va mener une politique monétaire au niveau de toute l'Afrique. C'est elle qui va rejeter le FMI, la Banque mondiale, tout ça. Parce que tout ça sont des organismes. Parce que nous avons ce qu'il faut pour mais justement, soutenir et alimenter ça. Que ces genres d'émissions sont très intéressants, mais ce n'est pas tous les jours. Donc, il faudra en profiter pour dire aux Africains qui nous écoutent que les vraies solutions sont là. Battre la monnaie unique africaine. La Banque monnaie unique africaine va dormir dans la maison qu'on appelle la Banque centrale africaine. Cette Banque centrale africaine va coiffer toutes les banques centrales, nationales et communautaires comme la BEAC, la BCAO, etc., qui sont en relation directe, qui coiffent toutes les banques commerciales où chacun de nous a son compte bancaire. Professeur, et qui sont donc appelés à distribuer des crédits bancaires pour que les agents économiques, que ce soit les ménages, les communautés, puissent entreprendre. Professeur, excusez-moi, mais pour avoir une monnaie unique, il faut s'entendre. Vous voyez que même au plan sous-régional, ils n'arrivent même pas à s'entendre. Non, ça, c'est les problèmes des critères de convergence. Non, pas forcément. Mais s'il n'y a pas d'entente entre les États. Mais justement, s'il n'y a pas d'entente, ça veut dire les Africains qui sont là et qui nous écoutent n'ont pas encore compris. J'ai dit, l'aide ne viendra pas de l'extérieur. Il faut se mettre ça dans la tête. C'est comme quelqu'un qui a son foyer conjugal à gérer et qui compte simplement sur l'aide du voisin pour nourrir sa famille. Ça, c'est manquement de conscience. Donc, nous disons et nous répétons, ça, c'est la première solution, c'est la monnaie unique africaine. Deuxièmement, avec l'argent qui est le nôtre, qui est garanti par nous. Oui. Parce que, rappelons-le rapidement, quand on parle du dollar américain, le dollar américain est garanti par 8200 tonnes d'or. Mais nous disons et nous répétons, ils peuvent aller le vérifier, tous les pays africains ont des stocks d'or, de diamants. Et un seul pays qu'on appelle l'Ouganda
détient du seul 31 millions de tonnes d'or. Je reprends. L'Ouganda, ils peuvent vérifier au moment où nous parlons. 31 millions de tonnes d'or. Alors imaginons la RDC, l'Ouganda, Le Mali. mais rien que même l'Ouganda tout seul, on se met ensemble, on dit bon, décaissons immédiatement pour garantir notre monnaie, il faut décaisser 130 000 tonnes d'or. Décaisse ça. Et nous, on va te rembourser à dose homéopathique. Mais la monnaie unique africaine qui est garantie par 130 000 tonnes d'or, il n'existe pas sur la terre une seule monnaie, fût-elle le dollar américain, ne peut rivaliser avec. Donc on aura déjà les moyens. Maintenant, il faut insister. Pourquoi y a-t-il eu l'esclavage? Pourquoi y a-t-il eu la colonisation? Les gens ont les possibilités de fabriquer les billets de banque. Mais ce ne sont pas les billets de banque seuls qui produisent les biens. Ce sont les êtres humains. L'Afrique, Capital humain. l'Afrique a les bras. Aujourd'hui, 1 milliard 300 millions. Demain, dans quelques années, c'est 2 milliards. Il faut mettre en mouvement ces 2 milliards de personnes pour produire. Et pour les mettre en mouvement, c'est les payer avec notre propre argent. Est-ce que nous sommes en train de rêver? La réponse est non. Parce que la Chine, moins de 500 millions de personnes avant 1949 mouraient de faim. Quand Mao Tse-tung et ses amis ont pris le pouvoir d'État, ils ont battu une seule monnaie unique, qui est le yuan ou bien le renminbi. Et aujourd'hui, les Chinois sont devenus, même si ça peut encore déranger certains esprits, la première puissance économique du monde. C'est la Chine qui finance le monde entier, à commencer par les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Donc nous disons, ce genre d'aide, pour rester dans le sujet dont on nous parle, c'est de la diversion. Donc la première solution, c'est battre la monnaie unique. Deuxièmement, avec la monnaie unique africaine, nous allons industrialiser les économies africaines, c'est-à-dire transformer toutes les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. C'est ce que font tous les pays dits développés. Il n'existe pas sur la Terre un seul pays développé qui ne soit pas industrialisé. Or, tous ces pays, que ce soit l'Italie et tous les autres, ils vont tout proposer, sauf ce que je suis en train de dire. Parce que ça ne les arrange pas. Voilà. Troisième solution maintenant, c'est l'État fédéral africain, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique. Et ça, on n'a pas besoin des années de lumière. Un juriste à ma gauche ici, il suffit simplement de mettre une ceinture politique autour de ces 54 pays et on sort un être moral qu'on appelle l'État fédéral africain, et on lui accorde 6 compétences qui sont 1. Puisque nous sommes un seul État désormais, tous ceux qui ne font pas partie de l'Afrique, eh bien avec eux, on a des frontières. Donc c'est l'État fédéral africain qui va gérer ça. Deuxième compétence, lorsque vous écrivez aux États-Unis d'Amérique, vous achetez un seul thème. Vous n'achetez pas 50 thèmes. Donc, c'est l'État fédéral qui va gérer les PTT. Troisième solution, une troisième compétence, eh bien, il y a une seule politique étrangère. Quand je m'avais à l'ambassade des États-Unis, vous allez dans une seule ambassade. Donc, si on crée notre État fédéral, eh bien, c'est l'État fédéral qui va gérer la politique étrangère. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle les compétences naturelles. À cela s'ajoutent 3 autres compétences qui sont la monnaie unique africaine sera gérée par l'État fédéral africain. C'est-à-dire tous les 54 pays qui sont membres, on va avoir une seule monnaie. Et avec pas une banque centrale africaine, vous voulez dire? Bien sûr, avec une banque centrale. Oui. Donc, ça, c'est la 4e compétence. La 5e compétence, eh bien, c'est la défense. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains sont victimes de l'insécurité, par-ci, par-là. Quand on voit en RDC, il y a la guerre là-bas. Quand on voit au Soudan, il y a la guerre un peu partout. Eh bien, nous disons, nous allons
avoir une armée fédérale africaine, écoutez-moi très bien, rendue invincible. Pourquoi? Parce que nous avons les moyens pour acheter des armes extrêmement puissantes dans tous les pays qui veulent commercer, qui veulent coopérer avec nous, c'est-à-dire, par exemple, que ce soit en Chine, que ce soit en Russie, que ce soit en Corée du Nord. C'est ici et maintenant, c'est possible au moment où la Russie est en conflit ouvert avec l'Occident. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître la thèse. Il est hors de question de permettre aux Africains de s'armer. Parce qu'il ne faut pas armer un esclave. Parce que si l'esclave est armé, non seulement il ne va pas se soumettre, mais il peut même tuer le maître. Voilà pourquoi l'Afrique est dans ce désordre-là. Sixième compétence. Et la sixième compétence, eh bien, l'État fédéral va veiller à l'industrialisation des économies africaines. C'est-à-dire, écoutez-moi très bien, voilà un juriste, il faut constitutionnaliser, il faut mettre dans la loi des lois l'obligation de quoi? De transformer toutes les matières premières en des produits finis. On ne doit plus jamais exporter les matières premières brutes de l'Afrique. Mais ce sont les produits finis qu'on peut faire. Si on met en application ces 6 solutions, vous verrez qu'à court terme, je dis bien à court terme, eh bien, non seulement l'Afrique va satisfaire ses besoins essentiels, mais l'Afrique va même reprendre la direction du monde. Et c'est de ça, les Européens, tous les autres, ils ont peur. Ils ont peur. C'est ce qui voilà pourquoi ils nous amusent, ils amusent la galerie. Avec les différents sommets. Voilà. Merci beaucoup, professeur Jean-François Akanji Kombe. Regardez, autour de cette table, nous avons 3 professeurs. Un mathématicien, ingénieur, un économiste, professeur d'économie, et vous, professeur agrégé de droit. Si en 1960, on avait des problèmes de compétences, on n'en a plus aujourd'hui. Vous vous souvenez qu'un ancien président de la République française avait dit il y a plus de médecins béninois en France qu'il y en a au Bénin. Mais ça vaut pour tous les autres pays. Le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Togo, vous allez aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, il y a plein de cadres africains dont on n'a plus aujourd'hui de problème de cadre. La question, c'est par rapport à la problématique telle que déclinée par les deux professeurs, comment règle-t-on, selon vous, la question du 3e homme? Parce qu'effectivement, ils ne se laisseront jamais faire. Ils ne nous laisseront pas facilement nous développer. Comment pensez-vous, par quel mécanisme pensez-vous qu'on puisse s'armer et rester concentré sur nos objectifs et qu'il n'y ait pas d'autres frères qui acceptent de jouer le rôle de la petite minorité dont parlait le professeur, dont on se sert pour asservir la masse. C'est le problème essentiel. C'est ça, c'est ça la question centrale. Comment on fait? Oui, Voilà. le problème essentiel, il est là. Comment on fait? Je n'ai pas de solution miracle, mais j'imagine bien. Je trouve qu'il est intéressant que nous soyons ici et que nous échangions. Et mon aîné, cher professeur, vous aviez dit tout à l'heure, vous avez évoqué la question constitutionnelle. Oui, c'est ça. Construction d'un État en lui donnant une loi fondamentale. Il se trouve que par les engagements de la vie, parce qu'on n'est pas que chercheur, j'ai été pendant un temps le président d'une commission qui était la commission des affaires juridiques et constitutionnelles d'un mouvement qui est le mouvement fédéraliste panafricain. Et c'est une question capitale. Quand on regarde et qu'on va jusqu'au fond de cette question-là, il y a toute la question de la gouvernance qui s'allie avec tous les projets, toute la construction que mon aîné a présenté tout à l'heure, avec lesquels on ne peut être que d'accord. Et ça rejoint la question que vous m'avez posée. Je pense que nous avons commis et nous continuons à commettre l'erreur sur le continent africain de considérer que ces questions-là ne sont que des questions d'une élite. Là où c'est la mobilisation de tous les Africains, de toutes les intelligences africaines. Vous avez évoqué notre panel ici, c'est un panel de très haut niveau, mais nous ne sommes que l'échantillon, un échantillon
des intelligences africaines et des compétences africaines. Et il y en a beaucoup, bien sûr, en dehors de l'Afrique, mais il y a aussi des intelligences en Afrique. Et j'ai pour coutume de le dire, la première des personnes que j'ai remerciées chaudement pour avoir été reçue au concours d'agrégation en France, c'est qui? C'est un monsieur qui est un agriculteur de Centrafrique, un petit paysan qui cultive le café et qui cultive le coton, qui se trouve être mon père, parce qu'il a une intelligence, cette intelligence africaine, celle de la terre. On sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, on a la fierté de pouvoir se nourrir sa propre famille, comme le disait tout à l'heure mon aîné. Et ça, ce sont des éléments essentiels. La mobilisation des Africains, on ne peut rien sans cette mobilisation-là, parce qu'on ne pourra faire de digue contre ce qui a été expliqué tout à l'heure, que grâce au peuple et grâce à la mobilisation de tous, et en ayant convaincu tout le monde que l'entreprise qui va être conduite de construction d'un État africain, de construction d'une gouvernance africaine, panafricaine, de construction d'une économie forte, d'une armée, d'une politique étrangère commune, que ceci est inspiré jusque dans le dernier des villages. Ceci est inspiré de l'intérêt de l'Africain qui se trouve là. C'est fait pour ses intérêts, son bonheur, son épanouissement, pour ses enfants, etc. etc. Et c'est cet élément que nous avons oublié. Et j'ajouterai, en tout cas, voilà la réponse que j'esquisse ici, parce qu'on est ici que pour poser des jalons. Je crois que dans les discussions que nous faisons, nous ferons toujours fausse route si nous croyons qu'il y a des hommes providentiels, si nous croyons qu'il y a des personnes qui occupent des postes et qui peuvent ouvrir un chemin seul. Mais l'Afrique est aussi un continent où nous avons une population qui a besoin des autres, qui a besoin de liberté. Oui. Ce dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire le développement économique, la puissance, disons la puissance militaire, économique, etc. Elle nécessite une forme de gouvernance. Une forme de gouvernance dans laquelle il y a la liberté, mais surtout la liberté d'entreprendre. Parce que dans les déclinaisons de la liberté, il y a la liberté d'entreprendre. J'ai une idée, je veux essayer ceci, je peux y arriver sans entrave du pouvoir, sans avoir à m'incliner devant le pouvoir. Je peux aller négocier un contrat de prêt avec une banque ou avec mon voisin, parce qu'il y a la liberté contractuelle, je peux le faire sans entrave du pouvoir. Sans que l'État ne demande 10%. Sans que l'État ne demande 10%, sans que l'État dise d'abord il faut aller dans la case, prends ta carte du parti d'abord, avant de pouvoir faire ça. Et donc, c'est tout ça. Et cette question de gouvernance est une question extrêmement concrète qui est au socle de la question économique. Et je terminerai en évoquant la question que vous avez posée tout à l'heure, à plusieurs reprises, qui questionne en fait notre rapport en tant qu'Africains avec les organisations internationales. Avec les organisations qui ont été mises en place après la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU, la Banque mondiale, le système de la Banque mondiale, avec la Banque mondiale, le FMI, etc. Nous sommes membres de ces organisations. Oui. Nous sommes, tous nos pays, quand ils sont devenus indépendants, sont devenus membres de cette communauté internationale. Et il y a eu une période, la période des indépendances, même un peu avant nos indépendances à nous, la conférence de Bandung. C'est ça. Nous en faisions partie, avec des États d'Asie, avec des États d'Afrique, y compris du Maghreb, dont l'Algérie notamment. Bandung, c'était la décision et la détermination de former un bloc pour proposer un nouvel ordre économique international, parce que la conviction était que même le droit qui est produit et qui s'applique à nos États, il dépend d'un certain ordre économique qui a été établi en un temps où nous n'étions pas là. Nous n'étions pas autour de la table. Cet engagement-là a été poursuivi et a permis à d'autres, en dehors de l'Afrique, un peu en Afrique, puisqu'il y a des pays comme l'Algérie, par exemple, qui pourraient être cités comme en exemple, mais en dehors de l'Afrique, le mouvement de Bandung a conduit à ce que certains États, comme l'Inde, comme d'autres, se sont développés et sont devenus aujourd'hui des États émergents. Nous n'en sommes pas là. Ça veut dire que
Il y a bien sûr l'adversité parce que dans les rapports économiques, il n'y a pas de rapport économique gentil, amicaux. Gentils, Ouais. Les rapports Chacun économiques veut son profit. Voilà, chacun veut son profit. Mais il faut pouvoir se battre. Et en se servant des leviers, notre problème avec les organisations internationales, c'est que nous n'avons jamais saisi à bras-le-corps les outils qui étaient nécessaires pour que nous puissions, au sein de ces organisations-là, peser. Et comme dit mon collègue et aîné tout à l'heure, peser au point d'arriver à la direction du monde. Parce que, en tant que... Moi, je ne plaide pas pour que les États africains sortent des organisations internationales. Il faut y rester, bien sûr. Je plaide pour que nous soyons plus conséquents avec nous-mêmes. Il y a une règle, un principe pour la composition des organisations internationales et pour les décisions des organisations internationales depuis 1945. C'est l'équilibre régional, à la fois pour ce qui concerne les hommes, la fonction publique internationale, pour ce qui concerne le droit, il y a même dans les recrutements et dans la construction des normes juridiques, ce qui était prôné, c'était la prise en compte de toutes les traditions régionales venant de toutes les régions du monde. Il y avait à cette époque-là une tradition de l'Union soviétique. Ils avaient une ligne juridique. Ils avaient une détermination parce qu'ils ont une vision. Oui. Il y avait les États comme la Chine, comme l'Inde, qui avaient une vision à proposer et qui proposent et qui mettent leurs hommes en face pour défendre dans les conférences internationales. Nous, on n'a même pas un droit de veto à l'ONU. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de tradition juridique africaine? Non, on n'aurait pas de temps ici pour le décrire. Pourtant, ça existe. Nous ne nous en sommes pas occupés nous-mêmes, pas seulement les chercheurs, mais aussi les politiques qui ne sont pas conséquents avec ces objectifs-là. Lorsqu'on va à une conférence internationale, les conférences internationales qu'on voit, les grands-messes, oui. Tous les pays occidentaux, ils ont des armées de juristes, d'économistes, de géographes. Selon le sujet qui est abordé, on y travaille pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Nous, on y va comme chaque virgule est pesée, chaque mot est pesé. On y va, nous on y va parce qu'on veut apparaître sur la photo de la fin, et puis quand on est apparu sur la photo, on a les frais de mission, et puis on va aller faire les boutiques pour ramener des choses à la famille, etc. etc. Je ne rigole pas, là. Totalement. C'est la réalité. Nous avons une part de responsabilité. Je termine là parce que je veux laisser la parole à mon aîné. Droit d'aînesse oblige. Bien sûr. Mais il y a cette inconséquence. Oui. Bien sûr, nous devons nous battre. Le monde est un combat. La vie est un combat, comme disent nos aînés. Il faut nous battre. Il faut arrêter d'être inconséquents. Les autres ne désarmeront jamais. Nous gagnerons parce que nous saurons nous faire respecter, que nous serons les plus forts. Et nous avons les moyens. Très rapidement, avant qu'on ne marque une pause. Oui, je voulais dire quelque chose. Il me semble que on est allé vite en besogne pour dire quelles sont les solutions qui existent, etc. Bien sûr. À mon avis, on n'a pas mis vraiment l'accent sur le problème. C'est un avis, hein, ça n'engage que moi. Or, c'est le problème du troisième homme qui est un problème fondamental, Monsieur Abou. C'est ce que j'utilise votre terme, mais en fait, ce que les gens appellent les laquais ou etc. etc. C'est le problème essentiel. Sinon, sur ce que vient de dire mon collègue, etc., moi je crois qu'il existe déjà un modus operandi que j'ai déballé à plusieurs reprises. Ça relève en fait du management stratégique. Hein. Je disais, ce sont des questions. Où voudrait-on aller, hein? Donc c'est le projet du projet de société, de nouvelle vision. La seconde question, c'est où peut-on songer aller? Donc c'est l'analyse des acteurs et des facteurs. Donc des facteurs, il y a des facteurs politiques, économiques, sociologiques, technologiques, légaux, etc. Il y a l'analyse des acteurs. Parmi les acteurs, il y a ceux qui sont pour la modification du statu quo. Il y en a qui sont pour le maintien du statu quo. Il y en a qui sont qui décident d'être des laquais éternellement. Donc ça, il faut pouvoir justement regarder. Mais il y a encore un problème qui est plus important. S'il vous plaît, très rapidement, allez-y. Oui, mais c'est que si vous identifiez une solution, il y a des difficultés qui sont liées à l'implémentation, c'est-à-dire la mise en œuvre de la solution. Si vous avez des laquais qui font tout pour que cette solution ne soit pas mise en œuvre, vous voyez que le problème n'est pas encore résolu. Donc vous voyez bien que lorsque M. Abou dit, il a raison, que la direction c'est l'AES, mais regardez ce qui se passe dans la liste des acteurs par rapport à la CEDEAO, etc. Alors, si vous permettez, je crois qu'il faut qu'on puisse revenir là-dessus et pour dire,
Identifions les obstacles importants qui font que finalement, nous nous retrouvons dans la difficulté de pouvoir mettre des solutions pérennes. Parce que ces problèmes se sont trouvés de manière isomorphe. C'est lorsque vous prenez le cas, par exemple, du Vietnam. Quand le Vietnam du Nord contre le Vietnam du Sud, c'était parce qu'une situation qui s'est résolue avec une certaine forme de violence pour avoir un État unitaire. Donc ces problèmes-là, se dire, est-ce que nous ferons l'économie de ce que Ampateba a dit en termes de changement de paradigme? Faudra-t-il peut-être couper des têtes? C'est important, une question cet que je voulais aspect-là, poser. très rapidement, avant qu'on Oui, démarre. très rapidement. Oui. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette Bien affaire sûr. de couper des têtes, parce qu'il y a aussi des manières symboliques extrêmement puissantes de couper des têtes, mais aussi des manières pratiques. Ce que je veux dire, c'est que mon collègue, je suis totalement d'accord avec mon collègue, avec mes deux autres collègues, en ce qui concerne les problèmes, les difficultés que nous rencontrons au moment de l'implémentation, de la mise en œuvre de la vision. C'est ça. Mais je mets aussi sur la table de la discussion que le problème est plus en amont. Oui. L'implémentation dépendra de la manière dont nous avons construit le projet et avec qui nous l'avons construit. Si on ne l'a pas fait dans un petit laboratoire avec quelques hommes qui se croient super puissants, C'est ça. je ne parle pas de nous ici, mais c'est pour ça tout à l'heure que je mettais un accent sur les questions de gouvernance, pas seulement pour dire le commandement, c'est la construction d'une vision et des politiques publiques de manière à entraîner à cette condition-là. L'Afrique est puissante matériellement, humainement, je veux dire, pris à un instant T et de façon objective, l'Afrique aujourd'hui est une superpuissance. Mais tout se trouve dans la mobilisation. Tout se trouve dans la mobilisation. On en parle après une coup de pause. À tout de suite. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.